Ouais, les chats, ouais, 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 c'est chronophage. Et donc on a purifié les acides nucléiques ADN et ARN et l'idée donc ensuite, bah, maintenant, c'est de pouvoir manipuler ces ADN, ces ARN et c'est ce qu'on a vu, la fois dernière pour répondre aux questions, que l'on se pose, c'est-à-dire identifier une séquence d'ADN particulier, modifier une séquence, d'acides nucléiques ou étudier l'expression d'un gène. Eh bien, il va falloir manipuler les acides nucléiques que nous avons produits. Ces acides nucléiques, pour les modifier, je vous avais mis un schéma un peu compliqué, mais que vous allez voir au fur et à mesure finalement des cours de BI 440. Parce que j'avais insisté sur un point, sur toutes les stratégies qu'on peut utiliser pour manipuler cet ADN et cet ARN, nous allons avoir besoin d'enzymes qui sont ici en rouge. Ces enzymes seront donc des outils clés en biologie moléculaire. Et donc, il faut comprendre comment fonctionnent ces enzymes, au moins connaître l'éventail d'enzymes. C'est vraiment apprendre les outils que vous avez dans votre trousse à outils pour pouvoir après les utiliser. Donc, ces différents outils, je vous avais dit qu'à terme, ils nous permettraient de faire donc de l'ADN recombinant, c'est-à-dire de l'ADN modifié, c'est-à-dire de l'ADN qui n'existe pas à l'état naturel. Parmi ces outils moléculaires, on a d'abord évoqué les outils pour fragmenter l'ADN, c'est-à-dire pour le couper. On a vu la dernière fois, même si c'était un peu rapidement, je vous rassure, le prochain PD qui sera en présentiel portera sur les endonucléases de restriction. Donc à partir de la semaine prochaine, ceux qui auront TD en présentiel verront les endonucléases de restriction en présentiel, des exercices dessus, et ceux qui seront en distanciel la semaine prochaine le verront dans 2 semaines. Donc tout le monde verra en présentiel exercice sur les endonucléases de restriction, donc ce qu'on appelle les enzymes de restriction. Et donc la réalisation de cartes physiques. Si je suis allé un peu vite, ne vous inquiétez pas, vous reviendrez là-dessus en TD. Donc, je vous ai rajouté la dernière fois un petit schéma que je n'ai pas dit que j'ai pas évoqué en cours, mais que je vous ai mis dans le diaporama à la fin du cours précédent, donc sur Moodle, qui vous qui vous explique pardon, à quoi sert à quoi sert de réaliser la carte de restriction, c'est-à-dire à quoi ça sert de savoir s'il y a des sites de coupure E1, E2, E3, E4. Donc ça, E1, E2, E3, E4 étant des noms d'enzymes de restriction fictives. Et donc, grosso modo, l'idée, c'est que ça va vous aider à déterminer quelles enzymes utiliser pour extraire l'ADN qui vous intéresse, mais aussi ça pourra vous servir à vérifier que l'ADN que vous avez modifié est bien comme vous le souhaitez. Dans l'exemple qui est mentionné ici, vous avez voulu cloner, c'est-à-dire isoler le fragment gris foncé. Pour vérifier que vous avez bien le fragment gris foncé, ce que vous faites à la fin, c'est que vous digérez ici avec cette enzyme dite E3 pour vérifier que ça bien votre ADN modifié. Donc tout ceci sera revu en TD dans la suite des cours sur l'ADN recombinant. Donc ne vous affolez pas. Je continue aujourd'hui avec ah oui, pardon, juste pour revenir sur ce schéma que j'ai mis en ligne, j'ai laissé une coquille là, ici, ce que vous voyez là, sur la droite, j'ai mis une grosse croix rouge dessus. C'est quelque chose que j'ai oublié d'effacer. Donc le vecteur qui est là, enfin l'ADN circulaire qui est là, vous pouvez l'effacer, ça ne compte absolument, ça ne sert à rien dans ce schéma. Donc aujourd'hui, on continue avec ces outils moléculaires, avec ces enzymes, et on vient de voir les endonucléases de restriction, donc des enzymes qui peuvent couper spécifiquement à certains endroits de l'ADN. Là, on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle les exonucléases et plus globalement les nucléases. Alors, on va aller très très rapidement sur ces exonucléases. Ces exonucléases, en fait, eh bien, c'est des enzymes qui, comme leur nom l'indique, vont couper aux extrémités. Donc, exo, c'est par l'extérieur, donc par les extrémités de l'ADN. Et donc, vous voyez, il en existe de 3 types. Il y a celles qui vont couper dans le sens 3', 5', donc sur le brin 3', 5', d'autres qui vont couper de 5' en 3', donc qui vont se promener sur l'ADN et vont couper d'abord le premier nucléotide 5', le suivant, etc., vers le 3'. Et il y en a qui vont couper dans les deux sens, 3' vers 5' et de 5' vers 3'. Donc, on distingue ainsi 3 types d'exonucléases. Donc, je ne vais pas trop insister sur ces exonucléases. Ce qui est important, c'est de retenir l'existence de cette activité exonucléase, c'est-à-dire la capacité de certaines enzymes à couper les nucléotides dans un certain ordre, soit de 3' en 5', soit de 5' en 3'. Donc, on enchaîne sur les nucléases, généralement, qui sont des enzymes vont nous intéresser particulièrement, qu'elles vont nous permettre de dégrader l'ADN. Donc, on parlera de DNase et de RNase.
Là, je vais vous donner, en fait, cette fois, directement des noms de nucléases. C'est-à-dire que ici, quand vous voyez BAL31, nucléase S1, RNase A, RNase H ou DNase 1, c'est le nom de ces nucléases. Donc, je ne parle pas seulement de leur activité enzymatique, c'est le nom de ces nucléases. Et donc, dans chaque rubrique, vous voyez décrit l'activité exacte de ces nucléases. Donc, si je prends l'exemple de BAL31, vous voyez qu'elle a une activité exonucléase 5', 3' et 3', 5', c'est-à-dire qu'elle peut couper par les extrémités, mais elle peut aussi avoir une activité endonucléase. Oui, il faut apprendre tout ça, parce que c'est des outils, c'est des outils qui vont vous servir dans la suite. Donc, il faut savoir les noms de ces enzymes et quelle est leur activité. Un peu comme savoir qu'une clé de 12, ça va vous permettre de dévisser des boulons de 12. C'est aussi bête que ça. Donc, il faut apprendre ces enzymes. Oui, il n'y en a pas non plus un nombre infini. Hein. Il y en avait 5. Hein. Il y en avait 5 ici de nucléases. Donc, c'est important, vous verrez. Après, on va en reparler de certaines d'elles. Hein. Donc, vous ne vous inquiétez pas, elles vont nous être utiles. Donc, on va les revoir hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, là, on a affaire à des nucléases pour les deux premières, qui, vous voyez, vont pouvoir couper ici de l'ADN double brin. Les nucléases S1 va permettre de faire ce qu'on appelle des extrémités franches aussi. Elles peuvent couper aussi l'ADN simple brin aux extrémités 5' et 3'. Je vais vous revenir là-dessus tout à l'heure. Ici, vous avez des RNases. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a affaire à des enzymes qui peuvent spécifiquement couper l'ARN. Donc, si on veut se débarrasser de l'ARN, on va utiliser des RNases. Attention, les 5, elles ne subissent pas des exonucléases. Là, tout à l'heure, dans les précédentes parties du cours, j'ai présenté les choses différemment. Ici, je vous parle de 3 grandes familles d'enzymes. Donc, les endonucléases, elles coupent à l'intérieur de l'ADN. Les exonucléases, elles vont couper par les extrémités. Là, je vous parle plus particulièrement de nucléases, donc d'autres nucléases. Donc, les endonucléases et les exonucléases sont des nucléases. Mais vous voyez, endonucléases, elles coupent à l'intérieur. Les exonucléases coupent les extrémités. Et les nucléases que je vous évoque maintenant, les DNases et RNases que je vous évoque maintenant, c'est encore d'autres enzymes qui, elles, eh bien, pour la plupart, vous voyez, elles ont deux activités. Elles peuvent avoir une activité exonucléase et endonucléase. Donc, elles ne subissent pas l'activité. C'est elles, les acteurs de cette activité-là. C'est elles qui vont aller couper l'ADN. Donc, attention à ça. Hein. C'est des enzymes qui peuvent couper l'ADN. Alors, et l'activité, la manière dont elles coupent l'ADN, eh bien, c'est spécifié par ces termes de exonucléase et endonucléase. Elles ont une activité exonucléase et une activité endonucléase. Les RNases ont une activité endoribonucléase ou nucléase en général, qui est de couper l'ARN. Donc, couper l'ARN. Les nucléotides de l'ARN. Et donc, permettre d'éliminer l'ARN. Je le rappelle, les nucléases sont des protéines. Donc, c'est des protéines, donc c'est des enzymes, donc c'est des protéines. Et donc, pour les inactiver, qu'est-ce qu'il suffit de faire en général? Il suffit de leur faire perdre leur configuration tridimensionnelle en les chauffant, par exemple. Donc ici, on a affaire à des enzymes. Oui, donc structure 3D, etc. Ouais. Donc elles ont des structures tridimensionnelles importantes pour leur activité. Là, j'ai affaire à 5 noms de protéines particulières qui sont des nucléases, qui ont une activité nucléase. Et quelle est cette activité nucléase exactement? Eh bien, c'est ce qui est décrit en bleu pour chacune d'entre elles. Donc, vont être utiles dans différentes techniques, ces nucléases. Et on va donc en revoir un certain nombre dans la suite. Ici, dans cette figure, justement, j'ai essayé de vous regrouper les activités des nucléases. Donc, je distingue bien le nom de la nucléase. On a vu qu'une nucléase peut avoir plusieurs activités, par exemple exonucléase et endonucléase. Et donc là, je vous ai reschématisé les principales activités dans ce schéma-là. Donc, je vous laisserai le regarder à tête reposée. Je vais vous le mettre dans votre cours. C'est quoi un hybride ARN-ADN? Alors ça, on va le voir ensemble lors de la fabrication de l'ADN complémentaire. Ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas encore vu, mais grosso modo, il faut imaginer un brin d'ADN qui interagit par les liaisons Watson-Crick avec un brin d'ARN. Donc un ADN, un brin d'ADN qui forme un double brin avec un brin d'ARN. On va voir ça dans la suite, dans la fabrication de ce qu'on appelle l'ADN complémentaire. Ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas encore vu. On va le voir ensemble.
Donc on ne peut pas dire endonucléase pour le nom d'une nucléase. Alors on peut dire qu'une nucléase a une activité endonucléase. Exactement, ce sera juste une activité. Tout à fait. J'ai ma deuxième partie qui s'appelait endonucléase, eh bien, quand les gens disent c'est les endonucléases de type 1, en fait, c'est une classe d'enzymes, si vous voulez. C'est une classe d'enzymes qui a une activité endonucléase ou exonucléase de type 1 ou endonucléase de type 1. Voilà, c'est des familles. Donc, endonucléase, exonucléase, si vous voulez, c'est un qualificatif de l'activité de l'enzyme. Et donc, c'est ce que je vous ai récapitulé ici. Donc là, ce qui est mentionné ici, c'est un peu une synthèse des diapositives précédentes sur les nucléases, en vous montrant les activités principales. Alors, j'insiste juste sur deux choses que je n'ai pas trop détaillées dans les dias précédentes. Ici, vous voyez que l'activité exonucléase 5', 3', simple brin, c'est-à-dire qu'il va pouvoir agir que sur du simple brin, eh bien, elle pourra ici permettre de fabriquer une extrémité franche, de transformer une extrémité cohésive en une extrémité franche, qu'elle va couper que endroit où c'est simple brin. De la même manière, une activité endonucléase simple brin ne va pouvoir couper que des simples brins à l'intérieur d'un double brin. Autrement dit, quand est-ce qu'on est simple brin à l'intérieur d'un double brin? Eh bien, quand il y a un défaut d'appariement. Ici, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un mésappariement, défaut d'appariement, c'est-à-dire que les deux molécules d'ADN ne sont pas appariées ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de complémentarité des bases. C et T, A et G ne sont pas complémentaires. Donc, les deux brins ici, dans cette région-là, ne sont pas complémentaires. Eh bien, l'endonucléase, qui agit de manière simple brin, une activité endonucléase simple brin, permettra de couper en fait ces mésappariements, donc d'obtenir ici, vous voyez, deux doubles brins directement appariés, mais qui du coup seront séparés. Donc c'est très important que vous familiarisez donc avec ce vocabulaire de endonucléase, exonucléase, et vous voyez qu'ensuite il y a l'orientation qui est importante. Enfin, est-ce qu'elle agit sur du simple brin ou sur du double brin? Tout ce qui est dans les 4 premières, il s'agit, vous voyez, du double brin. Défaut, je considère que c'est double brin. Et quand c'est du simple brin, je vous l'ai mentionné ici, simple brin pour cette activité exonucléase et simple brin pour cette activité exonucléase. Vous aurez cette figure, évidemment, dans le diaporama. Monsieur, Oui. excusez-moi, mais je comprends pas bien les deux dernières exonucléases. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Ben, tout est là. C'est ici simple brin, c'est-à-dire qu'elles vont couper que si l'ADN est simple brin. Vous voyez qu'ici, l'ADN, là, il y a une extrémité de l'ADN qui déborde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base en face. C'est du simple brin. Et donc, la nucléase, elle peut couper les nucléotides spécifiquement. Elle ne va pas couper ici à l'intérieur. Elle ne va pas couper dans le double brin. Elle va pouvoir couper que ici parce que c'est du simple brin. De la même manière, ici, vous voyez que ce n'est pas apparié. Il y a des défauts de base, il y a des mutations, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'appariement entre les deux brins. Donc, ici, c'est du simple brin. Donc, elle va pouvoir couper. Vous voyez la différence avec les autres? D'accord. Ouais, en fait, sur la dernière, c'est du simple brin parce qu'elle coupe de manière Ici, c'est particulière. Genre, elle coupe un brin par un brin, c'est ça? en fait, ici, c'est du simple brin parce que ces deux brins, ici, dans cette région centrale, ne sont pas complémentaires. Ici, là, les N, il faut imaginer des bases qui sont complémentaires. Vous regardez au-dessus, ici, G et C, c'est complémentaire, A et T, c'est complémentaire. Donc, il y a des liaisons hydrogènes, des liaisons Watson-Crick entre les bases. Ici, il n'y en a pas de liaison Watson-Crick parce que ce n'est pas complémentaire. Donc, c'est comme si on avait deux simples brins. D'accord. D'accord, merci, monsieur. Donc, alors, pour la dernière, c'est BAL31. Alors, BAL31, effectivement, je vous ai mis ici qu'elle pouvait détruire les mésappariements avec cette activité endonucléase. Donc, tout à fait. Ici, ça représente l'activité endonucléase, par exemple, de BAL31. Bien, tout à fait. Donc, ici, c'est que des activités qui sont représentées. Donc, ça, c'est important. Donc, maintenant, on va continuer avec d'autres activités enzymatiques. Là, on vient de voir un ensemble d'activités qui permettaient de couper l'ADN. Maintenant, on va voir d'autres modifications possibles de l'ADN. Alors, toutes les enzymes qu'on va voir maintenant, vous les reverrez d'une manière ou d'une autre dans votre cursus de biologie, donc elles sont toutes très importantes. Donc, il faut bien avoir en tête leur activité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font sur l'ADN. Vous allez voir, c'est très très simple, il y a quasiment une seule diapositive pour chacune d'entre elles. Donc, c'est très simple, donc il faut garder des idées très simples associées à chacune d'entre elles. Alors, les endonucléases, effectivement, à part les endonucléases qu'on a vues de type 2,
donc ce qu'on appelle les enzymes de restriction, elles qui sont spécifiques, donc je reviens là-dessus, celles-ci, les endonucléases de type 2, elles reconnaissent une séquence particulière. Et ici, j'ai pas mis N, j'ai mis GAATTC. Ça, c'est le site de reconnaissance de l'enzyme de restriction qu'on appelle EcoR1. Donc ça, c'est spécifique. Toutes les autres, effectivement, ne sont pas spécifiques de la séquence, c'est-à-dire de l'enchaînement nucléotidique. Les endonucléases de type 2, si. Les exonucléases et les autres nucléases, les autres activités nucléases que nous avons vues ne l'étaient pas. Donc, on va commencer ici avec la ligase, qui est une enzyme que vous utiliserez en TP, dans le TP clonage. Donc, on a coupé les molécules d'ADN, donc maintenant il va falloir les modifier. Donc, c'est ce qui est écrit tout simplement dans cette diapositive. Hein. Donc, la première modification qu'on va pouvoir faire, ben, si on sait couper, maintenant il faut savoir bien lier deux molécules d'ADN. Donc, on a coupé des molécules d'ADN, maintenant nous on veut les lier. Alors, on va partir justement de deux extrémités d'ADN. Ici, on a un morceau d'ADN en rouge et un morceau d'ADN en bleu qu'on veut lier l'un avec l'autre. Ils ont été coupés au préalable par une enzyme, vous voyez, EcoR1. Donc ici, vous reconnaissez la séquence GAATTC, la séquence de l'enzyme EcoR1. Donc vous avez deux fragments d'ADN qui ont été coupés par EcoR1. Vous voulez les lier l'un à l'autre cette fois. Vous voulez les liguer, les lier chimiquement. Alors, comment ça se passe? Eh bien, si vous les mettez en présence, vous voyez que comme il s'agit de deux extrémités cohérentes, elles vont pouvoir s'hybrider. C'est-à-dire que ici, la séquence bleue et la séquence rouge vont être complémentaires. Vous voyez que AA est complémentaire de TT, TT complémentaire de A. Pourquoi? Parce qu'ici, vous reformez en fait le site EcoR1 initial. Les deux ont été coupés par EcoR1. Donc, c'est des séquences complémentaires. Donc, il peut y avoir une hybridation entre ces deux séquences. Mais s'il y a une hybridation entre ces deux séquences, c'est-à-dire ici, si on fait un zoom avec ce schéma ici, s'il y a bien une hybridation entre A et T et A, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de liaison covalente entre les deux nucléotides qui portent le G et le A. Ici, vous avez une extrémité OH et ici, une extrémité phosphate. Les deux nucléotides ne sont pas liés. Les autres nucléotides, si vous prenez la chaîne bleue, sont liés entre eux. Je vous rappelle que l'acide nucléique, c'est des nucléotides liés entre eux par des liaisons covalentes qu'on appelle phosphoesters. Là, il y a des liaisons phosphoesters entre tous les nucléotides de la chaîne bleue. Ici, il y a des liaisons phosphoesters entre tous les nucléotides de la chaîne rouge. Quand la séquence bleue et la séquence rouge s'hybrident, ici via les liaisons Watson-Crick, donc les liaisons hydrogène, il n'y a pas ici de liaison covalente entre le nucléotide rouge et le nucléotide bleu, ou ici entre le nucléotide bleu et le nucléotide rouge. Donc, l'idée de la ligation, ça va être de créer cette liaison pour avoir un acide nucléique double brun intègre, c'est-à-dire qui ne présente pas ici de rupture à cet endroit-là, à cet endroit-là. Donc, l'enzyme qui permet de catalyser cette réaction, c'est ce qu'on appelle une ligase, donc c'est le nom de l'enzyme. Cette ligase, elle fonctionne avec de l'ATP. Donc, si vous mettez vos fragments qui sont hybridés en présence de cette ligase, eh bien, vous recréez la liaison phosphoester ici entre le G et le A, ici entre le A et le G. Donc, la ligase, vous avez affaire à deux séquences, va permettre de liguer, de recréer des fonctions phosphoester entre deux fragments d'ADN. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez que pour pouvoir créer cette liaison phosphoester, il faut absolument que l'extrémité ici, il y ait un phosphate, que ici, il y ait un OH, et le 3' soit hydroxylé, que le 5' soit phosphorylé, qui est un phosphate, et ici, un hydroxyle. S'il n'y a pas, eh ben, on ne peut pas faire de liaison phosphoester. On peut forcer l'hybridation, ça se fait naturellement. Pour l'hybridation, elle va se faire naturellement si vous êtes à une température qui permet cette hybridation. Si vous êtes à une température trop élevée, les deux brins ne vont pas s'apparier. Il faut être à des températures qui sont inférieures à la température de fusion de cette hybridation. On va en reparler dans la suite avec la PCR. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, ça se fait naturellement à température ambiante. Mais si vous êtes à trop forte température, les deux ne pourront pas s'apparier. Alors ça, donc, c'était l'activité ADN ligase. Donc, il y a une enzyme qui s'appelle la ligase qui permet de créer ces liaisons, qui joue un rôle très, très important, vous le verrez. Deuxième enzyme majeure que vous reverrez énormément,
Alors, c'est la séquence. Oui, tout à fait, exactement. En fait, vous voyez qu'ici, la séquence GAATTC, en fait, c'est le site de reconnaissance de l'enzyme EcoR1 qui a permis au préalable de couper les deux fragments. Donc, en fait, il faut imaginer que la séquence rouge était sur un ADN, qu'il a été coupé par EcoR1, cet ADN rouge. Il y avait un ADN bleu qui a aussi été coupé par EcoR1. Et maintenant, on essaye de rabooter EcoR1, enfin, les ADN bleu et l'ADN rouge qui avaient été coupés par EcoR1. Et ils sont compatibles parce qu'ils ont été coupés par la même enzyme. Cette idée de couper par la même enzyme est très importante pour avoir des extrémités qui peuvent être compatibles. Donc maintenant, la reverse transcriptase. Alors, la reverse transcriptase, c'est une enzyme un peu particulière. Vous voyez, comme son nom l'indique, reverse, elle va permettre de transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire? La reverse transcriptase, elle va nous permettre de passer de l'ARN de l'ADN. Donc, vous voyez de suite, la reverse transcriptase, non. Elle est spécifique en fait de... Ah, oui, EcoR1 est spécifique d'une certaine séquence, oui, oui. Oui, de la séquence que je vous ai montrée, c'est-à-dire de cette séquence GAATTC. Ça, c'est la séquence de reconnaissance de EcoR1. Elle a besoin de cette séquence-là pour pouvoir agir. Sinon, elle ne coupe pas. EcoR1. Spécifique de cette séquence. Donc, la reverse transcriptase, elle, c'est une enzyme qui est hyper importante parce qu'elle permet de transformer, de synthétiser de l'ADN à partir de l'ARN. Donc, si vous avez de l'ARN messager, par exemple, vous allez pouvoir fabriquer l'ADN correspondant, qu'on appellera, vous le verrez, l'ADN complémentaire. Donc, la reverse transcriptase, elle est majeure parce qu'elle nous permet de fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN. Alors, c'est quelque chose qui doit vous parler parce que vous savez que les virus, et au hasard, les virus à ARN, ils peuvent s'intégrer dans le génome humain, par exemple. Certains virus peuvent s'intégrer dans le génome humain. Et est-ce que c'est leur ARN qui s'intègre dans le génome humain? Ben non, il n'y arrive pas à l'ARN. L'ARN ne peut pas s'intégrer dans de l'ADN. Donc, du coup, ce que utilisent les virus, c'est une activité reverse transcriptase qui transforme leur ARN en ADN, et c'est cet ADN viral après qui s'intègre dans le génome humain. Donc, vous voyez, cette reverse transcription, cette activité reverse transcriptase, elle joue un rôle fondamental déjà dans le monde vivant pour, par exemple, la pérennisation des virus. Nous, on va l'utiliser en biologie moléculaire. Alors, tout simplement, c'est la même chose avec le vaccin ARN, du coup. Alors non, c'est un peu une autre histoire. Le vaccin ARN, c'est un ARN qui va aller bloquer l'ARN viral. Alors du coup, ça va empêcher notamment sa reverse transcription, si vous voulez, mais le vaccin, lui, il va aller agir sur l'ARN du virus et pas sur l'ADN. Donc, ce n'est pas une reverse transcription dans le vaccin. Le vaccin, c'est vous fabriquez un ARN artificiel qui va interférer avec l'ARN du virus. Donc, c'est en amont, si vous voulez. C'est dans un autre processus. Donc ici, tout simplement, vous voyez que vous avez un brin d'ARN. Alors, vous le reconnaissez de suite parce que vous voyez que vous avez des U à la place des T, donc des uracils à la place des thymines. Donc, ce qu'on va faire, comment est-ce qu'elle va fonctionner, cette reverse transcriptase? Elle va avoir besoin d'une amorce. Alors, une amorce, c'est une courte séquence de nucléotides. Et ici, vous voyez que cette amorce, on va utiliser une amorce qu'on appelle d'oligo-DT, c'est-à-dire une séquence de TTTTTTTT. Alors, pourquoi c'est intéressant, une séquence de TTTTTT? C'est que ça s'hybride avec une séquence poly-A caractéristique des ARN messagers. Donc, cette séquence TT, elle va venir s'hybrider sur la séquence poly-A de l'ARN pour ajouter des nucléotides. Alors, bien sûr, des désoxyribonucléotides, du DATP, du DCTP. Alors, il y a écrit 2 fois DCTP, d'ailleurs, c'est une erreur. Normalement, ça devrait être du DTTP. Il y a une coquille là, c'est du DTTP. Donc, l'activité reverse transcriptase, eh bien, elle va permettre, à partir de la séquence noire ici d'ARN, de synthétiser en rouge la séquence d'ADN correspondante. Donc ça, c'est son activité, du coup, polymérase. Il va polymériser à partir d'une séquence d'ARN, donc en utilisant comme matrice une séquence d'ARN, il va polymériser une séquence d'ADN. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est une nucléotide complémentaire. Qu'elle a besoin d'une amorce, de DNTP, oxyribonucléotide, et donc de cette activité reverse transcriptase qui permet donc de synthétiser de l'ADN avec de l'ARN comme amorce. Reverse transcriptase a aussi une seconde activité
Donc, elle a une activité polymérase qu'on vient de voir, elle polymérise de l'ADN. Il y a aussi une activité qu'on appelle RNase H. L'activité RNase H, eh bien, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, c'est le fait d'être capable de dégrader l'ARN. Donc, vous voyez qu'ici, elle va dégrader la séquence d'ARN et vous récupérez des RNTP. Donc, vous avez perdu ici le fragment séquence d'ARN. Donc, au final, vous vous retrouvez avec un ADN simple brun. Ici. Donc, ça, c'est l'activité reverse transcriptase qui permet de passer de l'ARN à de l'ADN. Donc, si vous avez une molécule d'ADN, d'ARN, pardon, ici de l'ARN messager, on peut fabriquer son ADN correspondant. Donc, vous voyez que c'est l'activité inverse de la transcription. C'est pour ça qu'on parle de reverse transcription. La transcription, c'est passer de l'ADN génomique à de l'ARN. Et bien là, vous passez de l'ARN à de l'ADN. Donc, on parle de reverse transcription. C'est la transcription inverse. Alors, le fragment de Cléno, je vais vous en parler très brièvement, que je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais du coup, il est toujours simple brun. Alors, l'ADN, à la fin de l'activité reverse transcriptase seule, oui, il est simple brun. Ouais, à la fin, il sera simple brun. L'ADN, ouais. Donc, vous verrez qu'on fera autre chose après dans la suite. Mais là, pour l'instant, l'activité reverse transcriptase, elle fait ça. Quel a un sens 3', 5'? Alors, oui, l'activité polymérase, toutes les activités polymérases, enfin, comme la plupart des activités polymérases, c'est du 5', 3'. Alors là, je vous ai mis, oui, ça vous a induit en erreur. Ça, c'est bien du 5', 3'. Donc, ici, vous êtes en 5', 3', et là, elle va utiliser l'amorce, donc l'amorce bleue, et elle va synthétiser dans ce sens-là. Ouais. Donc, c'est du 5', 3' à partir de l'amorce bleue. Donc, elle synthétise de 3' en 5'. Non, je dis l'inverse. Pardon. Donc, vous m'avez écrit 3'. Non, c'est l'inverse. De 5' en 3'. Elle synthétise de 5' en 3'. Elle part ici de l'amorce, elle va par ici. Donc, c'est de 5' en 3'. Donc, le fragment de Cléno, je vais vous la faire courte. On dit fragment qu'en fait, c'est une partie de l'enzyme qu'on appelle Cléno. Donc, la Cléno, c'est une polymérase qui vous est schématisée ici. Vous voyez, elle a 3 sous-unités, une sous-unité verte, une jaune et une bleue. Et c'est chacune de ces sous-unités a une activité particulière. La sous-unité verte, l'activité IA, c'est l'extrémité 3'. Oui, tout à fait. IA, c'est l'extrémité 3'. Ouais. Mais là, vous faites une amorce oligo-DT. Hein, normalement, il n'y a pas de problème dans notre histoire. Non, c'est pas de 5. Alors, oui, alors, le malentendu, il est là. Oui, c'est de 3' vers 5' sur la matrice d'ARN, mais la synthèse se fait de 5' en 3'. Deux choses différentes. La polymérase, elle se déplace de 3' en 5' sur l'ARN, mais elle synthétise de 5' 3'. Je rajouterai l'orientation sur ce brin-là, que vous le voyez bien. Je rajouterai ça. Je reviens sur notre enzyme qu'on appelle la Cléno. Donc, la Cléno, je vous ai dit, elle a 3 sous-unités. Oui, on synthèse toujours. Oui, alors comme toute synthèse, c'est un peu, vous allez un peu loin, mais c'est souvent les polymérases qu'on voit, nous, c'est toujours du 5' en 3', tout à fait. Ça peut être un peu plus compliqué, mais là, dans le cas qu'on voit là, effectivement, c'est de 5' en 3'. Mais ne généralisez pas trop. Alors, donc la Cléno, elle a 3 sous-unités. Une polymérase, une activité exonucléase, 3', 5', et une activité exonucléase, 5', 3'. Donc voilà, ça, c'est l'enzyme qu'on appelle la Cléno. Cette enzyme Cléno, eh bien, on en utilise en fait ce qu'on appelle un fragment. Le fragment qu'on utilise, vous voyez, c'est la sous-unité polymérase plus la sous-unité qui a l'activité exonucléase 3', 5'. Autrement dit, l'ensemble vert jaune. Partie bleue, on ne s'en sert pas. Donc c'est pour ça qu'on parle du fragment de Cléno, c'est-à-dire qu'on utilise une partie de la Cléno, de la protéine qui s'appelle la Cléno, et donc on utilise ces deux activités-là. Alors, pour ce qui nous concerne ici, je vous la fais très très courte. Le fragment de Cléno, comme on vient de le dire, il a une activité, donc la partie jaune, une activité 3', 5' exonucléase, qui peut être utilisée, vous voyez ici par exemple, pour passer d'une extrémité, une extrémité ici en 5', 3' qui déborde là, adhésive, pour l'éliminer et passer à une extrémité qu'on appelle franche.
la cléno, avec son activité exonucléase 3', 5', elle va pouvoir grignoter ici les 4 nucléotides et passer à une extrémité franche. L'activité au-dessus, qui est l'activité polymérase, je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur son activité polymérase tout à l'heure. Là, ce qui m'intéresse, c'est juste son activité exonucléase. Donc, vous voyez, elle permet de passer d'extrémités cohésives à des extrémités franches. Et donc, normalement, elle a aussi cette activité 5', 3'. Elle a ensuite cette activité 5', 3' de polymérase. Et donc, elle peut aussi, vous voyez, ici, polymériser. Et on peut obtenir une extrémité franche juste en polymérisant les nucléotides manquants. Ah oui, alors ça, il faut revenir sur le cours précédent, hein. Extrémité cohésive, c'est quand vous avez un des deux brins qui dépasse, et franche, c'est quand vous avez ici aucun des deux brins qui dépasse, si vous voulez. Je vous renvoie au cours précédent sur les enzymes de restriction. Donc ici, un brin qui dépasse, ici, aucun des deux brins ne dépasse. Il sert à quoi le fragment bleu du coup? Le fragment bleu, nous, on ne l'utilise pas. Alors, il sert in vivo. C'est une enzyme qui existe in vivo, mais nous, on ne l'utilise pas en biologie moléculaire. Enfin, dans la majorité du temps, on ne l'utilise pas. Donc, on va utiliser l'ensemble vert et jaune, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fragment de cléno. Alors, la partie jaune, vous voyez que, c'est ce qui est indiqué ici, elle a une activité 3', 5' exonucléase. Donc, le bleu, nous, on ne l'utilise pas, hein, je reviens là-dessus. La partie jaune, 3', 5'. Donc, imaginez ici, vous avez des extrémités cohésives, mais vous voulez des extrémités franches. Alors, vous allez comprendre hein, dans la suite quand je dis vous voulez des extrémités franches. Vous allez voir que c'est une problématique après de compatibilité d'extrémités d'ADN quand vous voulez les liguer ensemble, quand vous faites de l'ADN recombinant. Mais ça, vous allez le comprendre dans la suite du cours. Là, dites-vous juste que des fois, vous avez des extrémités cohésives, mais vous voulez passer à des extrémités franches. Comment vous faites? Utilisez le fragment de cléno, parce que lui, il va venir grignoter de 3' en 5'. Il va venir enlever le T, enlever le C, enlever le G, enlever le A. Il va s'arrêter, qu'il a cette activité simple brin. Alors, si vous n'avez pas compris les DATP, DCTP, DGTP et DTTP, je vous renvoie vers le corpus de Baysan qui est disponible sur le Moodle de l'UE. Ça, c'est les nucléotides, ce qu'on appelle les DNTP, qui servent à synthétiser de l'ADN. Il faut absolument apprendre le corpus de Baysan par cœur, mais je ne peux pas revenir sur la synthèse de l'ADN. Mais on va les réévoquer, hein, vous allez les revoir régulièrement. Mais là, c'est l'activité polymérase hein, de l'enzyme, et je vous ai dit qu'on va voir ça tout à l'heure. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Donc, vous inquiétez pas, on va quand même revenir sur les DNTP tout à l'heure. Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Mais du coup, pour le fragment de créneau sur le vert et le jaune, du coup, le vert, il va couper, et le jaune, il va récupérer ce qui a été coupé pour le mettre à un autre endroit où il faut compléter. Alors non, la partie verte, elle polymérise, c'est-à-dire qu'elle complète, c'est elle qui complète. La partie jaune, c'est elle qui grignote. Alors oui, parce qu'en fait, là, vous avez un code couleur qui ne correspond pas. Ah oui, d'accord. Oui, ok, c'est de la diapositive qui est mal faite. Oui, pour vous, le vert, c'est la sous-unité verte et jaune, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, les flèches ne correspondent pas aux couleurs. Je vais vous refaire C'est le code lesquelles les couleur. bonnes, du coup? C'est les Ah flèches ouais, qui ouais. sont en haut ou celles du bas? Alors, les bonnes couleurs, en fait, c'est ici, vous voyez que résonance en faisant abstraction des couleurs, et que ici, vous fabriquez de l'ADN, vous avez rajouté un brin rouge. Ici, c'est l'activité polymérase. Vous avez polymérisé, vous avez rajouté quelque chose. Donc ça, c'est l'activité verte. Ici, vous voyez que quand on passe de là à là, on a supprimé ces nucléotides. En fait, c'est l'activité jaune, c'est-à-dire exonucléase. On a coupé les nucléotides qui débordaient. Donc, je vous rassure, dans le document que je vais vous mettre en ligne, je vais corriger cette espèce de couleur qui n'a pas été pensée. En fait, c'est deux figures qui ont été rapprochées l'une de l'autre. Et en fait, on n'a pas fait attention à ce code couleur. Je vais corriger ça, pour que ça soit cohérent en termes de code couleur. Ici, c'est une activité polymérase, et ici, c'est une activité exonucléase. Et du coup, la dernière flèche qui est jaune en bas, ça correspond à la partie bleue? Alors là, ça ne correspond pas à la partie bleue. En fait, ça recorrespondrait à la partie verte. Que vous voyez qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez des nucléotides. Donc, c'est une partie polymérase. Polymériser des nucléotides, c'est rajouter, c'est synthétiser un fragment d'ADN. Vous voyez que vous rajoutez des nucléotides. Ça, c'est de la partie polymérase, donc de la partie verte. Autrement dit, il y a du vert ici, il y a du vert aussi à la fin, normalement. L'activité verte au début et l'activité verte à la fin. Ça va comme ça? D'accord, merci. Je vais vous corriger le code couleur dans ce que je mettrai en ligne, pas sûr.
Ensuite, on va s'intéresser assez rapidement à une autre enzyme qui s'appelle la terminale transférase. Alors, elle, vous allez voir, elle est un petit peu, un peu originale. C'est une ADN polymérase qui n'a pas besoin de matrice d'ADN. Autrement dit, vous voyez que ici, si vous avez deux fragments d'ADN qui sont hybridés, vous rajoutez la terminale transférase avec un nucléotide, par exemple du DTTP, eh bien, elle va pouvoir rajouter des nucléotides ici et rajouter des nucléotides ici. Donc, la terminale transférase agit de 5' en 3', elle synthétise de 5' en 3', mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'elle permet de rajouter des nucléotides à une séquence d'ADN sans matrice. Ça, c'est la propriété majeure de la terminale transférase. Que vous voyez en dessous, là, l'exemple d'utilisation de la terminale transférase lors d'une expérience de clonage, ne vous tracassez pas avec ça aujourd'hui, notez juste de revoir ça après que nous ayons fait le cours sur l'ADN recombinant. Aujourd'hui, ça sert un peu à rien de revenir là-dessus, enfin d'aller, je vais aller un peu trop loin si je vous réexplique ça. On reverra ce genre d'exemple avec l'ADN recombinant. Donc, pour l'instant, retenez juste l'activité terminale transférase. On rajoute ces nucléotides sans matrice. C'est un peu sa propriété particulière. Alors, c'est quoi la différence entre une matrice et une amorce? Aïe, aïe, aïe. Je répète. Donc ici, la terminale transférase, sa propriété, c'est ce qui est écrit, hein, c'est de synthétiser de l'ADN sans matrice. Alors, pour la différence entre matrice et amorce, je vais normalement faire parler des polymérases juste après, donc je vais en reparler. Ne vous inquiétez pas. Donc, terminale transférase, propriété majeure, polymérisation d'ADN sans matrice. Maintenant, avant de parler des polymérases, il y a encore deux enzymes très originales et qui sont très très importantes dans la signalisation en général dans la cellule. On en reparlera, vous en reparlerez beaucoup dans plein de cours en signalisation, en biologie cellulaire, etc. C'est ce qu'on appelle les phosphatases et les kinases. Les phosphatases et les kinases, alors tout est écrit hein, vraiment en noir sur blanc, donc vous tracassez pas. L'important, c'est de comprendre les petits schémas. La phosphatase, comme son nom l'indique, elle va pouvoir enlever des groupements phosphates, c'est-à-dire couper des groupements phosphates. Donc, si vous prenez votre ADN double brin ici, vous savez que vous avez deux extrémités phosphates, 5' phosphate ici et 5' phosphate ici. Si vous utilisez une phosphatase qu'on appelle la phosphatase alcaline, donc là c'est en anglais, pardon, la alkaline phosphatase ou la phosphatase alcaline, eh bien vous voyez qu'elle supprime le groupement phosphate aux extrémités. Alors, vous pouvez vous demander à quoi ça peut servir de supprimer les groupements phosphate aux extrémités. Eh ben, rappelez-vous, par exemple, la ligase, elle peut liguer que s'il y a des groupements phosphate. Donc, imaginez qu'il y ait un fragment d'ADN que vous ne vouliez pas liguer, eh bien, vous pourriez le déphosphoryler pour empêcher sa ligation. Donc, phosphatase, elle permet d'enlever les groupements phosphate aux extrémités de ici votre ADN. Donc, on dit qu'elle déphosphoryle l'ADN, déphosphoryle l'acide nucléique aux extrémités. Ça, c'est l'activité phosphatase. À côté de ça, vous avez l'activité opposée, qui est ce qu'on appelle. Ce n'est pas une activité exonucléase, parce que nucléase, ça veut dire que ça coupe les acides nucléiques. Là, vous ne coupez pas les acides nucléiques, vous coupez le groupement phosphate. C'est la nuance. Donc attention, les nucléases, elles séparent un acide nucléique en nucléotides, elles séparent les nucléotides les uns des autres. Là, vous séparez le groupement phosphate. Mais oui, tout à fait, du coup, c'est strictement aux extrémités, tout à fait. C'est le seul groupement phosphate accessible qui peut être enlevé. Donc ça peut ne se faire qu'aux extrémités 5'. Tout à fait. Dans le cas de l'ADN, vous verrez qu'il existe des phosphatases pour plein d'autres molécules plus tard. Bon, c'est la même chose pour les kinases, enfin c'est l'inverse pour les kinases. Les kinases, elles ont la propriété de rajouter des groupements phosphates. Autrement dit, vous retrouvez ici avec un ADN qui a été déphosphorylé, vous voyez ici en bleu, eh bien vous pouvez lui rajouter un groupement phosphate à son extrémité grâce à l'activité kinase. Donc ici PNK, hein, ça désigne juste une protéine kinase, en fait une protéine, la protéine nucléotide kinase, porte son nom exact. On a affaire à une kinase. Donc la kinase, elle phosphoryle. Donc la phosphatase, elle déphosphoryle. La kinase, elle phosphoryle l'acide nucléique en lui rajoutant un groupement phosphate à son extrémité. Où est-ce qu'elle va prendre ce groupement phosphate? Elle va le prendre sur une molécule d'ATP.
Donc, l'ATP sera transformé en ADP. Ici, vous voyez l'illustration moléculaire de ce phénomène, avec ici le dernier phosphate de l'ATP, qu'on appelle le phosphate gamma, qui va être clivé pour être rajouté ici à l'extrémité de votre ADN. Ça fonctionne qu'aux extrémités. Oui, tout à fait. Les deux, ça fonctionne qu'aux extrémités. En l'occurrence, ici, c'est l'extrémité 5' à chaque fois, que c'est la seule extrémité où vous pouvez rajouter ou enlever le phosphate. Alors, on va voir à quoi ça peut servir tout ça, hein. Je vous ai déjà évoqué l'histoire de la ligation. On va en reparler tout à l'heure lors du marquage de l'ADN. Alors là, vous avez déjà un peu une illustration. On vous met qu'il peut y avoir de l'ATP marqué au phosphate 32. Donc, on va en reparler tout à l'heure de ça. Alors, parlons maintenant donc des polymérases. On va parler donc de la synthèse d'ADN avec les polymérases. Donc, les polymérases, elles synthétisent un acide nucléique. Et là, on va parler de synthèse d'acide nucléique, enfin plus exactement d'ADN. C'est ce qui va nous intéresser. Et donc, on va revenir sur les deux notions qu'on a évoquées tout à l'heure, la matrice et l'amorce. Première chose, faisons l'inventaire justement de ce dont a besoin théoriquement une polymérase. Une polymérase, comme on l'a vu, elle a besoin de nucléotides. Si elle veut fabriquer de l'ADN, elle a besoin de nucléotides. Les nucléotides, rappelez-vous, c'est les briques qui vont être liées les unes aux autres pour fabriquer de l'ADN. Donc, on a besoin de nucléotides pour de l'ADN, c'est des DNTP. De l'ARN, rappelez-vous, ce serait des RNTP. Donc, les nucléotides de type DNTP, désoxyribonucléotides, pour pouvoir synthétiser de l'ADN. Donc, ça, c'est les briques de base. La plupart des polymérases vont se déplacer sur un brin qu'on appelle le brin matrice. Donc, le brin matrice, c'est le brin sur lequel va se déplacer la polymérase. C'est le brin qui va utiliser la polymérase pour savoir quel nucléotide ajouter. C'est en ça que c'est une matrice. Donc, c'est une matrice parce qu'elle va se déplacer dessus et parce qu'elle va utiliser la matrice pour savoir quel nucléotide ajouter. Rappelez-vous, les deux brins d'ADN sont complémentaires. Ce qui veut dire que si ici, sur la matrice, il y a un A, ben, la polymérase va savoir qu'il faut qu'elle ajoute un T. Si sur la matrice, il y a un G, la polymérase va savoir qu'il faut qu'elle ajoute un C. Donc, c'est en ça que l'ADN ici est matrice, va servir pour le déplacement de la polymérase. C'est sur lui que la polymérase va s'appuyer pour se déplacer et elle va synthétiser le brin complémentaire de la matrice. Ça, c'est la matrice. La deuxième grande notion, c'est ce qu'on appelle l'amorce. L'amorce, en fait, c'est quoi? C'est une petite séquence de nucléotides, donc ce qu'on appelle un oligonucléotide. Oligo, ça veut dire peu, donc quelques nucléotides. Et donc, vous voyez ici, vous avez un oligonucléotide, c'est-à-dire une courte séquence de nucléotides qui vient s'hybrider sur votre ADN matrice, ADN ou ARN, ça pourrait être de l'ARN. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, cette amorce, elle va aider la polymérase à s'accrocher sur le brin matrice et à initier la polymérisation. Autrement dit, la polymérase, elle a besoin ici de l'extrémité de l'amorce pour pouvoir commencer à accrocher des nucléotides à quelque chose. S'il n'y a pas d'amorce, on ne peut pas commencer à accrocher des nucléotides. L'amorce, son nom l'indique, elle lui sert à amorcer la synthèse, à commencer la synthèse, à accrocher le premier nucléotide à des nucléotides déjà présents. C'est en ça que c'est une amorce. Donc, j'espère que vous voyez la différence entre matrice et amorce. Donc, des nucléotides, les briques liées de manière covalente via des liaisons phosphoester, matrice et amorce. Bah ça permet de synthétiser un acide nucléique et les polymérases, la plupart, utilisent cela pour pouvoir fabriquer un nouvel acide nucléique. C'est ce que vous voyez ici. On a un brin qui est dit le brin nouvellement synthétisé ou néosynthétisé. Alors là, vous avez affaire à des polymérases qui synthétisent de 5' en 3' et qui se déplacent sur le brin matrice de 3' en 5'. Synthétise de 5' en 3' et se déplace sur le brin 3' de 3' en 5'. Donc ça, c'est vraiment des généralités sur les polymérases. Vous avez beaucoup plus d'éléments dans le corpus de Béissan. Et
Quelques subtilités maintenant. Qu'est-ce qui est ici dans l'encadré jaune? De l'ADN qu'on appellera plus tard l'ADN complémentaire pour ADN-C. Donc ADN-C, c'est l'ADN complémentaire. Je vous l'écris dans le chat. ADN-C égale ADN complémentaire. On reverra ça plus tard, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est de l'ADN qui a été fabriqué à partir d'ARN. On verra ça dans la suite. Donc, l'ADN-C, lui, il a besoin, pour sa polymérisation, on utilisera une amorce ADN et une matrice ARN. Vous savez que pour la réplication, en fait, l'amorce est composée d'ARN, matrice d'ADN. La réplication, rappelez-vous, c'est le mécanisme par lequel une cellule, elle duplique son génome. Elle fabrique des copies de chaque chromosome avant la mitose. Vous voyez que suivant le processus, on aura une amorce qui sera différente. Lors de la PCR, quand la technique qu'on va voir dans la suite du cours, on va utiliser une amorce d'ADN, une matrice d'ADN. Et lors de la transcription, bien, il n'y a pas d'amorce. L'ARN polymérase n'utilise pas d'amorce. Là, je vous renvoie vers le cours de Béissant. Donc, vous voyez que suivant en fait la polymérisation d'acide nucléique que vous faites, il y a des subtilités dans la nature de l'amorce et même dans la présence ou pas de cette amorce et dans la nature de la matrice. Donc, tous les cas en fait, que vous allez voir en particulier sont notés ici, dans l'encadré jaune. Vous avez un petit peu ici les cas particuliers que nous verrons. Alors, les polymérases, en fait, il en existe plein. Là, je vous en ai mis 4, qui sont les principales que vous rencontrerez en biologie moléculaire et en BI 440 en général. Alors, elles ont toutes des noms, donc l'ADN polymérase 1, le fragment de Kléno qu'on a vu tout à l'heure, qui a une activité polymérase. Et donc, vous voyez qu'en fait, le fragment de Kléno, c'est en fait une partie de la polymérase 1. En fait. Bon, super simple. La TAC polymérase, qui est une polymérase un peu particulière parce qu'elle est thermostable. En fait, elle a été extraite d'une bactérie qui vit dans des températures très élevées. Et donc, la TAC polymérase, elle a la capacité de travailler à très haute température. Et on va voir qu'elle est utilisée en fait dans la technique dite de PCR. Et par exemple, la transcriptase inverse, elle a aussi cette activité de polymérase, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, sont rappelées les activités. Et en rouge, vous avez les techniques dans lesquelles on va retrouver ces polymérases. Les différentes techniques, eh bien, on va les voir, on en a vu certaines et on les verra dans la suite du cours. Je vous rappelle que ce cours a pour vocation à vous présenter les outils qui vont être utilisés dans les grandes stratégies, par exemple, de clonage. Donc là, je ne vais pas tout détailler. Vous reviendrez sur cette diapositive à la lumière de la suite du cours. Mais vous devez déjà connaître au moins toute la partie bleue. Les applications, vous allez les voir au fur et à mesure. Les applications, vous allez voir au fur et à mesure. Et du coup, il existe aussi polymérase 2. Alors en fait, il existe plein de polymérases. Là, je vous présente que celles qui sont très utilisées en biologie moléculaire. En fait, il en existe plein qui ont plein de noms, etc. Là, la polymérase 1, mais ouais, il doit y en avoir une qui a le nom de 2, etc. Ouais, tout à fait. Là, il y a des ADN polymérases. Il y a bien sûr aussi des ARN polymérases, hein, évidemment. Alors, on a appris à couper de l'ADN. On a appris à lier des morceaux d'ADN entre eux. On a appris à fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN. On a appris à synthétiser de l'ADN avec les polymérases ou de l'ARN. On a appris à déphosphoryler et phosphoryler de l'ADN. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec toutes ces techniques, on va voir comment toutes ces techniques nous permettent de marquer de l'ADN. Alors, faire un marquage de l'ADN, ça, pareil, vous allez le revoir dans plein de techniques. L'idée est la suivante, c'est de pouvoir détecter une séquence particulière d'ADN en l'ayant marquée au préalable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la marquer? Eh ben, ça veut dire, par exemple, la rendre soit radioactive, soit fluorescente. Alors, il y a d'autres possibilités encore, d'autres modifications chimiques. Mais par exemple, marquer une molécule d'ADN, c'est la rendre radioactive ou la rendre fluorescente, par exemple. Et une fois qu'elle est marquée, comme ça, vous pouvez la détecter, vous pouvez savoir où elle est. Et donc, les différentes activités enzymatiques qu'on vient de voir, elles vont permettre de faire cela, elles vont permettre de marquer de l'ADN. Alors, comment? Eh ben, vous allez voir que maintenant, c'est très simple. Si vous avez bien retenu les activités qu'on a vues, l'idée est très simple. On peut faire, donc, l'ADN, on peut en faire, par exemple, un marquage dit interne. Alors, la technique s'appelle la Nick Translation, où en fait, c'est traduction
par coupure, et pas translation par coupure. Ça, c'est en fait translation en anglais, c'est la traduction. Donc en fait, c'est ici en fait on va faire une polymérisation par coupure. Alors, comment ça marche? Vous voyez qu'on fait agir. Je vous rappelle, hein, l'idée c'est de marquer de l'ADN. Donc on veut lui rajouter un marqueur à cet ADN. Donc ici on a un fragment d'ADN qui n'est pas marqué, il est indétectable pour nous. Donc on va faire agir la DNase 1. La DNase 1, rappelez-vous, elle a une activité endonucléase. Bien, cette activité endonucléase de la polymérase 1 va venir faire ici, par exemple, va venir couper ici cette liaison. Alors, bien sûr, on va faire ce qu'on appelle une digestion ménagée par la DNase 1. On ne va pas laisser la DNase 1 grignoter tout l'ADN. Hein. On va venir la faire agir dans des quantités avec des quantités et une durée de traitement qui lui permettent que de faire des coupures stellaires de l'ADN. On ne veut pas qu'elle coupe complètement notre ADN. Donc, vous voyez qu'elle vient faire une coupure ici, à l'intérieur de l'ADN, et elle va commencer donc à grignoter notre ADN. Elle va commencer à le dégrader. Et donc, qu'on va faire, donc ça va faire une espèce de trou ici dans notre ADN. Le trou, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le combler avec des nucléotides marqués. Avec des nucléotides, on peut détecter, et donc par exemple ici, des nucléotides radioactifs. Donc, pour pouvoir compléter le trou, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une ADN polymérase. Une ADN polymérase, elle peut polymériser, elle peut rajouter des nucléotides, donc elle va venir rajouter des nucléotides marqués. Donc, vous voyez, on a utilisé la combinaison de deux activités, une activité endonucléase et après une activité polymérase pour marquer l'ADN. Une autre stratégie, c'est d'utiliser directement l'activité polymérase. Alors, c'est ce qui est mentionné ici. C'est ce qu'on appelle le random priming ou amorçage aléatoire. L'idée est la suivante. Vous avez un ADN, tout à l'heure, qui n'est pas marqué. Vous le dénaturez, c'est-à-dire que vous séparez ces deux brins. Vous rajoutez des amorces aléatoires, c'est-à-dire des amorces qui vont pouvoir se fixer à plein d'endroits différents. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire agir une polymérase en présence de nucléotides marqués. Donc, vous voyez qu'elle va synthétiser le brin complémentaire en y incorporant des nucléotides marqués. Donc là, vous aurez deux brins à la fin qui seront marqués, donc dans ce cas-là radioactivement, grâce à l'activité de cette polymérase et à l'incorporation de nucléotides marqués. On passe à chaque fois d'un ADN détectable à un ADN qui peut être détecté parce qu'il a incorporé des nucléotides marqués. Pourquoi le brin est coupé? Où ça? Ici, là? Ici, il est coupé parce que la DNase a une activité endonucléase. Ici, le brin n'est pas coupé, hein. Le brin est dénaturé, c'est-à-dire qu'on a séparé les deux brins, par exemple, sous l'effet de la chaleur. La dénaturation, c'est la séparation des deux brins sous l'effet de la chaleur. C'est pas, on n'a rien coupé hein, ici. Oui, mais pourtant, il y a deux morceaux du brin plus clair. Ici, ça et ça? Alors, ça, ce n'est pas des morceaux du brin plus clair, ça, c'est des amorces qu'on rajoute. Donc, ici, c'est les deux petits fragments du brin clair et ici, les deux fragments du brin foncé. Oui, c'est des amorces qu'on a rajoutées. Okay, et dans ce cas-là, effectivement, on augmente la quantité d'ADN. Effectivement, là. Ouais, dans ce cas-là, on a augmenté la quantité d'ADN, tout à fait. Donc, attention, hein, ici, c'est des amorces qu'on a rajoutées. Donc, ces amorces, elles ne viennent pas de nulle part. Hein. Imaginez qu'on est capable de les synthétiser dans les laboratoires. On les fait fabriquer. Du coup, après, on vient les rajouter au mélange. Ces petites amorces, donc les petites séquences d'ADN. Donc, effectivement, dans la stratégie random priming, amorçage aléatoire, on n'a qu'une activité de polymérisation. Tout à fait. Mais du coup, il faut avoir, par contre, des amorces. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on cible la séquence précise que l'on veut marquer? Alors, vous avez entièrement raison. Là, on n'est pas très spécifique. Si on part juste de l'ADN en général, vous avez raison, on n'est absolument pas spécifique. Donc là, ça manque de spécificité, cette seule approche. Donc, c'est une très, très bonne remarque. On verra plus tard comment donner de la spécificité à notre marquage, par exemple. C'est une très bonne remarque. Ici, il n'y a rien qui est spécifique. Ça peut être n'importe quel fragment d'ADN qui est marqué. Alors, à moins que vous ayez un seul fragment déjà dans votre tube. Il faut l'avoir purifié, disons, au préalable, si on veut être spécifique d'un fragment. C'est une très bonne remarque. Là, je ne vous ai pas expliqué, effectivement, il n'y a pas de spécificité dans ces réactions. Oui, il peut y avoir plusieurs amorces pour un même brin. Hein, c'est ce que vous voyez dans le schéma. Ici, sur le schéma de droite, sur le brin complémentaire au brin foncé, vous avez deux amorces sur ce brin-là.
Donc, il y a bien 2 amorces qui viennent s'hybrider. Ça permet, en fait, vous voyez, d'optimiser la polymérisation. Alors, ça, c'est le marquage interne de l'ADN. Eh bien, on peut faire maintenant aussi un marquage aux extrémités. Là, c'est très simple, hein, vu les enzymes qu'on a évoquées tout à l'heure. Vous voyez, on a vu la phosphatase et la kinase. Moyen très simple est le suivant. Vous faites agir la phosphatase, ça, vous supprimez les phosphates en 5'. Vous obtenez donc des groupements hydroxyles en 5'. Et ensuite, vous allez faire agir une kinase. Mais cette kinase, vous allez la mettre en présence d'ATP radio marqué, donc d'ATP qui sera par exemple marqué au phosphore 32, donc qui est un atome radioactif. Et donc, ça va permettre de marquer radioactivement votre ADN aux extrémités. Notre marquage possible, c'est d'utiliser notre fameuse terminale transférase. Rappelez-vous, l'enzyme qui n'a pas besoin de matrice, bien la terminale transférase, elle, tout simplement, vous la mettez en présence de nucléotides qui sont marqués, et vous rajoutez une séquence de nucléotides marqués aux extrémités, et ainsi, vous avez marqué votre ADN. Alors, le dernier en 5', si à gauche, qu'on fait, c'est une activité phosphatase puis une activité kinase, c'est-à-dire qu'on supprime le groupement phosphate. Après, on va en rajouter un qui est marqué radioactivement. Donc, on le supprime avec une phosphatase, on en rajoute un avec une kinase. Donc, on rajoute cette fois un groupement phosphate qui est marqué radioactivement. De l'autre côté, qu'on fait ici, avec cette stratégie-là, c'est qu'on rajoute une séquence de nucléotides marqués radioactivement directement, parce que la terminale transférase n'a pas besoin de matrice. Alors, je vous ai parlé, ça s'accroche. Et oui, la terminale transférase, sa propriété justement, c'est de pouvoir synthétiser ces liaisons phosphoester sans matrice. Et ouais, elle a une propriété incroyable. Je suis d'accord avec vous, moi aussi, je suis en admiration devant la terminale transférase. Et c'est pas rien, jeudi matin, d'être impressionné par une terminale transférase. Donc, dans ce que je viens de vous raconter, on a marqué l'ADN. Alors, je vous ai parlé de marquage radioactif à chaque fois, mais bien sûr, de nos jours, on utilise de moins en moins de marquage radioactif. Quand on fait un marquage radioactif, on fabrique de l'ADN qui va servir de sonde dite chaude. Chaude, c'est parce que à cause de la radioactivité. Mais souvent, en fait, on fait des marquages dits non radioactifs, et donc on fabrique de l'ADN qui n'est pas radiomarqué, donc qui n'est pas chaud, donc qui est froid. Donc c'est entre guillemets, évidemment, hein, ça n'a rien de gelé. Et donc, ces sondes froides, en fait, ça correspond à de l'ADN qui est marqué par un marquage non radioactif. Et donc, vous verrez dans la suite de vos études que ça peut être marqué par des fluorochromes, des molécules qui peuvent émettre de la fluorescence, de la digoxygénine, qui est une molécule qui peut être reconnue par un anticorps, de la biotine, qui est une molécule qui peut être reconnue par une autre molécule de manière très spécifique, etc., etc. Tous ces marquages qu'on vient de voir, en fait, ils vont servir à fabriquer de l'ADN marqué, fabriquer donc ce qu'on appelle des sondes d'hybridation, c'est-à-dire que ces ADN marqués vont servir à aller détecter des ADN particuliers. On verra ça dans les cours sur les techniques Southern, Northern, etc. Donc ça, c'est dans la suite des cours que vous verrez l'application directe de la fabrication de ces sondes. Monsieur ? Allô, vous m'entendez ? Je vous entends, ouais. Oui. Je voulais savoir si on allait revoir la technique du Western blot et du Southern blot. Oui, on va les revoir, ouais, vous inquiétez pas. Vous les reverrez. Western blot, vous le reverrez avec Madame Ringeval, et Southern blot, on le reverra ensemble. Voilà. Ok, merci. Donc, voilà pour cette première description en fait des enzymes. On va passer du coup au cours suivant, qui lui va porter sur la technique de PCR dont vous avez tant entendu parler ces derniers temps. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Alors, je vous présente la technique maintenant du PCR. J'ai carrément fait un cours dessus parce qu'aujourd'hui, il faut carrément faire un cours dessus parce qu'on en entend parler tous les jours. La PCR, donc pour Polymerase Chain Reaction. Alors, je vous présente notre meilleur ami du jour. Alors, je suis pas un adepte de présenter l'histoire des sciences, même si c'est très intéressant, mais lui, il faut quand même que je vous le présente. Il s'appelle Kary Mullis. C'est le chercheur qui a eu le prix Nobel en 93 pour la mise au point de la technique de PCR.
Alors, Karim Ulysse, pourquoi je vous en parle? Alors, non seulement il a mis au point la technique de PCR, en plus, il a eu le prix Nobel. Ok, super. Mais vous voyez déjà dans son regard un peu foufou que cet homme, il n'est pas comme les autres. C'est l'exemple typique du scientifique qui n'a pas raison sur tout. Par exemple, Karim Ulysse, c'était un climato-sceptique. Il a écrit dans sa biographie, il nie en fait les réchauffements climatiques. Il a aussi nié complètement le lien entre le VIH et le sida, par exemple. Donc voilà, ça c'est un bon exemple pour remettre les choses à leur place. Comme quoi, c'est difficile d'avoir raison des fois en dehors de son champ de compétences. À côté de ça, c'était quelqu'un d'assez rigolo et fantasque qui a préféré faire du surf que d'aller au laboratoire. En faisant du surf, qu'il avait ses meilleures idées. Et il prenait aussi pas mal de substances psychoactives quand il était jeune, notamment du LSD. Voilà, donc il a écrit une biographie qui n'est pas éditée en français, mais où apparemment dedans il raconte comment il a rencontré des ratons laveurs extraterrestres aussi. Voilà, donc c'était Karim Ulysse, un personnage quand même un peu atypique, nous permet de relativiser les choses. Voilà. Ouais, c'est un peu le grand amour, ouais. Ouais, il est quand même un peu incroyable ce gars-là. Vous avez vu un peu son regard? On voit qu'il n'est pas comme tout le monde. Il est très attachant, hein, n'est-ce pas? Alors, parlons du coup. Jack Nicholson. Non, Je pense à Jack Nicholson. un peu, ouais, exactement. Ouais. Il a un peu la folie de Nicholson dans le regard, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, quoi la PCR? Alors, je vous rappelle qu'on essaie de voir des techniques qui vont nous servir quand même pour répondre à des questions. Donc, si on reprend un peu nos problématiques, dans le schéma un peu compliqué que je vous ai mis avant les outils moléculaires, je vous avais redit que, par exemple, pour identifier une séquence d'ADN particulier, l'idée, c'était que si cette séquence elle était minoritaire et très faible, eh bien, ce qu'on pouvait faire, c'était l'amplifier, pouvoir après, par exemple, la séquencer, c'est-à-dire déterminer la séquence de nucléotides. Donc, amplifier une séquence pour pouvoir la détecter, eh bien, c'est la PCR qui nous permet de faire ça. Donc, la PCR va nous permettre d'identifier une séquence en l'amplifiant en grande quantité pour vérifier si elle est là ou pas. C'est par exemple aux scènes de crime. Une deuxième utilité de notre PCR, eh bien, c'est la fabrication d'ADN complémentaire que je vous ai évoqué tout à l'heure. Maintenant que vous savez qu'on passe de l'ARN messager à l'ADN-C grâce à la reverse transcriptase, dont on reparlera, je n'ai pas mentionné ici. Et une fois que vous avez cet ADN complémentaire, eh bien, vous voulez le produire en grande quantité. Et donc, vous le produisez en grande quantité, notamment par ce qu'on appelle la PCR, pour notamment étudier l'expression d'un gène. Autrement dit, je veux savoir si le gène est exprimé, je veux savoir s'il y a de l'ARN messager. Ce que je fais, eh bien, je fais de la reverse transcription, c'est-à-dire je le transforme en ADN-C, et après cet ADN-C, je vais essayer de le détecter grâce à la PCR. Donc, on reviendra sur la technique de RT-PCR et la fabrication d'ADN-C dans la suite du cours. Mais tout ça pour vous dire qu'au moins, pour répondre à deux questions fondamentales, on a besoin de la PCR pour amplifier de l'ADN. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de voir le principe de la PCR. Sur la PCR, vous servira aussi pour faire du clonage, de l'ADN recombinant dans la suite du cours. On verra ça. Alors, amplifier un fragment d'ADN précis, comment ça marche? Alors aujourd'hui, dans cette partie du cours, je vais faire un truc un peu particulier. Je vais utiliser maintenant une petite animation flash que je vous mettrai à disposition, évidemment, qui vous explique en fait la PCR de manière dynamique, parce que sinon, il faudrait que j'ai un tableau devant moi et que vous soyez tous en train de prendre des notes, et vous verrez que c'est pas très pratique. Donc, on a cette petite animation flash. Vous retrouverez énormément de vidéos qui vous expliquent le principe de la PCR. Il va y avoir le TD en distanciel qui va porter sur la PCR dès la semaine prochaine. Donc, il faut que je vous explique ce principe de base. On va revoir en TD, je vous rassure. Mais voici comment ça marche. Donc, je vous rappelle, l'idée principale, c'est d'amplifier une séquence spécifique d'ADN. Donc, je le redis maintenant, amplifier une séquence spécifique d'ADN. Comment ça marche? Bien, ici, vous avez d'abord votre ADN cible. Donc, vous voyez bien l'animation? Est-ce que tout le monde voit bien mon écran noir avec la molécule devant? Ouais. Okay. Oui. Donc, okay, super, merci. Donc, ici, vous avez l'ADN. Délimité par les bornes blanches, ADN cible, c'est-à-dire celui qu'on veut amplifier. Si vous voulez amplifier spécifiquement cette région, vous allez utiliser ce qu'on appelle donc des amorces, donc ici en rose et ici en jaune, qui vont donc borner votre région. Vous allez avoir besoin d'une amorce
correspondra à cette extrémité et d'une amorce qui correspondra à cette extrémité. Ces amorces, vous voyez qu'elles doivent reconnaître les bornes, c'est-à-dire ici et ici. Donc, il y en a une qui va reconnaître cette borne-là et l'autre qui va reconnaître cette borne-là. C'est une technique d'amplification. Donc, amplifier de l'ADN, ça veut dire polymériser de l'ADN. Donc, on va avoir besoin d'une polymérase. La polymérase qu'on va utiliser, c'est la TAC polymérase. Je vous rappelle, c'est la fameuse qui a une activité thermostable, c'est-à-dire que si la température est élevée, par exemple 70 degrés, elle est toujours active. Donc, on a besoin d'un ADN cible, d'amorce et d'une enzyme, la TAC polymérase. Bien sûr, il va falloir utiliser aussi des DNTP. Alors, on va revenir là-dessus. La première chose à faire, c'est dénaturer l'ADN. Dénaturer l'ADN, je vous rappelle, c'est séparer les deux brins. Séparer les deux brins, pouvoir hybrider les amorces. Donc, vous voyez, étape 1, dénaturation, 1 minute à 95 degrés. 95 degrés, vous séparez les deux brins, 1 minute, ça suffit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Les deux brins se séparent. C'est la dénaturation. Donc, vous avez de l'ADN simple brun. Deuxième étape, hybridation. Hybridation, c'est quoi? C'est les amorces qui vont pouvoir venir se fixer à l'ADN. Si vous voulez que les amorces se fixent à l'ADN, il faut baisser la température, parce que si vous êtes à 95 degrés, elles ne vont jamais se fixer. Tout va rester sous forme dénaturée, c'est-à-dire sous forme simple brun. Pour pouvoir hybrider des amorces, il faut descendre à une température plus raisonnable. Et on verra que cette température, en fait, elle dépend des amorces. Ici, de manière un peu arbitraire, on vous a mis 55 degrés. Une température d'hybridation, c'est souvent compris entre 50 et 65 degrés. Donc, entre 50 et 65 degrés. Là, on vous a mis 55 degrés, c'est les plus classiques. Ça, c'est très, très bref à faire. Vous faites un petit… baissez la température à 55. Hop, très rapidement. Vous avez la chose suivante. Les amorces viennent reconnaître leur cible. Donc, je vous rappelle, les amorces qu'on a mises dans le mélange, c'est des amorces spécifiques. Ils savent reconnaître une séquence spécifique. Et en l'occurrence, moi, j'ai des amorces qui reconnaissent spécifiquement les bornes de ma séquence que je veux amplifier. C'est élevé. 55, ce n'est pas très élevé pour permettre l'hybridation de l'ADN. Non, ça va. Ça permet l'hybridation de l'ADN. Sans problème, pour des séquences qui sont spécifiques. Donc là, on a une hybridation de vos amorces. Alors, là, vous voyez qu'à chaque fois, vous êtes orienté 5', 3', 5', 3', 5', 3', et ce grand brin est orienté 5' sur le 3'. C'est très important. On reverra ça dans les exercices. Troisième étape, maintenant, c'est la polymérisation. Vous avez des amorces. Maintenant, il faut fabriquer l'ADN. Donc, polymérisation. La TAC polymérase, elle travaille à 72 degrés. Et faire ça pendant 1 minute. Donc, troisième étape, polymérisation, 72 degrés, 1 minute. On fait la polymérase, elle vient, elle reconnaît l'amorce et elle synthétise. Sauf que l'amorce, elle est face à ce brin-là, elle n'a aucune raison de s'arrêter ici. Donc, vous voyez, je recommence. Elle commence à synthétiser, elle synthétise, elle synthétise, elle synthétise, et puis elle ne s'arrête pas, elle continue, elle va au bout. Sur l'autre brin, elle a fait exactement la même chose. Donc, vous voyez que suite à cette action de polymérisation, vous n'avez pas que la région qui vous intéresse, vous avez que plus. Donc finalement, on a 2 copies, dont 0 de notre ADN cible. Notre ADN cible, je vous rappelle, il est ici, entre cette borne et cette borne. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas vraiment ce qu'on veut encore. Donc, ce qu'on fait, un deuxième cycle. On recommence les étapes qu'on vient de voir. C'est-à-dire, on va faire une dénaturation. Donc là, c'était le produit qu'on avait à l'issue de du premier enchaînement. Du coup, cette synthèse se fait dans le sens 3' vers 5', pas dans la normale. Non, non, elle se fait bien On revient là-dessus. Ici, elle synthétise, ici, c'est bien de 5' vers 3'. Elle se promène, le brin qui est au-dessus, là, le brin qui est dessus, je commence. Le brin qui est au-dessus, là, c'est 5' vers 3'. Mais elle synthétise de 5' vers 3'. Que l'amorce puisse s'hybrider, l'amorce, elle doit être orientée 5', 3'. Rappelez-vous, les amorces, elles suivent les règles d'appariement classiques. Elles doivent être 5' vers 3'. Donc là, vous synthétisez bien de 5' vers 3'. Quand vous vous déplacez sur le brin matrice, qui est celui du dessus, de 3' vers 5'. Donc on a bien une synthèse de 5' vers 3'.
Oui, pas de souci. C'est normal. Donc, il faut que ça soit clair, mais donc, il faut le faire, il faut le dessiner. Hein. J'inciterai à le dessiner. Donc, je rappelle, on en est là. On va faire un deuxième cycle. Donc, on va refaire une dénaturation. Donc, on resépare tout le monde. Ensuite, on remet les amorces. Toutes les amorces reviennent s'hybrider. Maintenant, on va remettre la polymérase. Cette fois, vous voyez que celle-ci a synthétisé juste la région qui vous intéresse. Parce que cette fois, elle était limitée ici. Elle n'a pas pu aller plus loin. Donc, on se retrouve à la fin de ce deuxième cycle avec 4 ADN double brin, mais toujours aucun correspond strictement à notre ADN cible. Et que ici, ça déborde un peu, ici, ça déborde un peu, et ici, ça déborde un peu. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Donc, on fait un troisième cycle. Là, cette fois, on redénature, on remet les amorces, on synthétise. Ah, ce qu'on voit là, cette fois, on a 8 ADN double brin, mais cette fois, vous voyez que lui correspond en fait aux régions d'intérêt. Cet ADN double brin là, il correspond bien aux bornes de nos amorces au sens strict, c'est bien la région qu'on voulait amplifier. Donc, vous voyez qu'à partir du troisième cycle, on commence à avoir notre ADN cible, mais il est minoritaire à ce stade-là. Alors nous, on veut qu'il soit majoritaire, on veut l'amplifier en grande quantité. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un quatrième cycle. Ça, c'est l'état dans lequel on était à la fin du cycle 3. À la fin du cycle 4, voilà ce que vous obtenez. Cette fois, vous voyez que votre ADN, l'ADN qui vous intéresse, l'ADN double brin, hein, il commence à devenir majoritaire. On avait 8 copies sur les 16 ADN totaux. Donc, avec le nombre de cycles, bien, vous augmentez le nombre de copies de votre ADN d'intérêt. Ici, vous voyez ici une simulation. Le nombre de cycles, figure ici, le nombre de copies totales d'ADN, ici, le nombre de copies de votre ADN cible, c'est-à-dire l'ADN double brin que vous voulez. Bien, montons la simulation. Au bout de 2 cycles, toujours pas. Au bout de 3 cycles, tiens, ça y est, on en a 2. C'est ce qu'on vient de voir. Au bout de 4 cycles, on en a 8. On s'était arrêté là. Maintenant, montons le nombre de cycles. Qu'est-ce qui se passe si on devait faire des dessins hyper compliqués toute la matinée ensemble? Voilà ce qui se passe. Vous voyez qu'au bout de 20 cycles, vous avez amplifié votre ADN cible, vous voyez, est largement majoritaire. Parce que sur le 1 048 576 nombre d'ADN double brin, il représente 1 048 536 ADN double brin. Donc, il est largement majoritaire. Et donc, dans une expérience de PCR, vous allez la faire en TP, hein, dans la partie du TP clonage, eh bien, ce qu'on fera, c'est en moyenne entre 20 et 25 cycles. Ça, c'est le classique pour les expériences de PCR. La machine va faire environ 20 à 25 cycles. Et vous voyez, si vous n'aviez qu'une copie de votre ADN au départ, eh bien, vous allez pouvoir en fabriquer 300, alors je dis 300, mais en fait non, 33 millions, plus de 33 millions à la fin des 25 cycles. Ça, bien sûr, c'est de la théorie. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à la fin, votre ADN d'intérêt, vous voyez, il est largement majoritaire et il est fortement amplifié au bout, par exemple, ici, de 25 cycles. Donc, vous voyez qu'à ce stade-là, hein, à bout de 25 cycles, on est sur un ratio de quasiment 99,99% d'ADN cible. Il est complètement majoritaire. J'espère vous avoir convaincu que par cette technique, on peut très simplement amplifier un ADN d'intérêt. Mais, bien sûr, pardon, ce n'est pas moi qui ai fait ça, les auteurs sont là. Hein. Je vous mettrai cette petite animation qui est, je pense, assez utile pour bien comprendre. Alors, je vais revenir sur la partie précédente. On a bientôt fini, je vous rassure. Que quelqu'un est encore vivant? Que quelqu'un est encore là? Oui. Ah, vous êtes là, ça va. Mais par exemple, quand on fait le test PCR pour le Covid, ça sert à quoi? Alors,
ça sert à quoi de l'amplifier? L'idée, en fait, quand vous avez le Covid ou quand on pense que vous avez le Covid, l'ARN viral et l'ADN que fabrique aussi le virus, parce que le virus va fabriquer de l'ADN à partir de son ARN, eh bien, ils sont minoritaires. Il y en a très, très peu. Il est noyé dans l'ADN et dans l'ARN de vos cellules. Donc, l'idée, c'est de l'isoler et de l'amplifier par rapport à tous les autres. Et donc, on utilise des amorces qui sont spécifiques de l'ADN viral. Donc, on va utiliser des amorces spécifiques de l'ADN viral pour pouvoir créer un nombre de copies énorme de cet ADN viral pour pouvoir le détecter facilement. Que ça va, cette idée-là? L'idée, c'est, même si vous êtes infecté par le virus, son ADN va rester minoritaire. Donc, il faut l'amplifier pour pouvoir le détecter. C'est pour ça qu'on fait un test PCR. Alors, comment trouver ces amorces? Il faut faire des recherches pour déterminer quelles sont les amorces spécifiques d'une séquence. Tout à fait, c'est une très bonne question. C'est la problématique qui suit et qui sont des problématiques que vous verrez en TD et en TP. Donc, vous allez être un petit peu frustré là sur la PCR parce que je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Le plus important, c'est de bien comprendre et d'être capable de refaire la simulation qu'on vient de voir dans l'animation flash, en orientant les brins d'ailleurs. Vous allez faire des TD là-dessus et surtout, vous allez faire une PCR en TP. Et bien sûr, quand vous ferez la PCR en TP, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais il faudra donc avoir tout ça en tête, vous verrez les cycles, etc. Bien sûr, donc le choix des amorces est fondamental. Comment est-ce qu'on connaît ces amorces? Pour ça, il faut connaître la séquence de ce qu'on veut détecter. Aujourd'hui, vous avez vous avez énormément de génomes d'espèces qui ont été séquencés. C'est pour ça que séquencer le génome du virus a été un enjeu majeur dans un premier temps, c'est-à-dire connaître la séquence d'acides nucléiques qui le composait. Parce que si vous connaissez la séquence d'acides nucléiques qui le compose, vous pouvez après choisir des amorces qui vont venir s'hybrider dessus. Donc, vous comprenez maintenant l'enjeu majeur du séquençage, parce que quand vous connaissez la séquence d'ADN, vous connaissez après les amorces que vous pouvez utiliser pour amplifier une région particulière. Et donc, le choix de ces amorces donc, est fondamental en termes de position, en termes de taille, ça peut varier. Aussi en termes de température d'hybridation, donc la fameuse température d'hybridation à 55 degrés qu'on vient de voir, il faut la choisir. Et ça, c'est des éléments qui vont se déterminer de manière empirique et aussi qui vont se faire par le calcul. Vous verrez ça en partie en TD. Il faut aussi choisir sa polymérase. Là, je vous ai parlé de la Taq polymérase, mais en fait, il existe d'autres polymérases particulières. Et je vais essayer de vous faire un petit exercice de TD là-dessus pour le choix de la polyméras. Vous verrez qu'il y a des polymérases qui engendrent des erreurs, c'est-à-dire que des fois, elles se trompent de nucléotides. D'autres, au contraire, qui engendrent très peu d'erreurs dans la synthèse, c'est-à-dire que des fois, elles mettent systématiquement le bon nucléotide complémentaire. On parle donc de fidélité des polymérases. Je reviendrai là-dessus. Et enfin, vous verrez que donc il faut prédéfinir le bon programme de PCR. Là, je vous ai montré un certain programme, vous en reverrez un en TP. Et enfin, on verra donc la PCR dans la technique de clonage. Donc, pour ce qui est de la température d'hybridation, ça, je vous mettrai ça plutôt en TD. Ça sera un tout petit peu plus simple. Et le calcul de cette température d'hybridation, est-ce que j'ai le temps? Juste mot sur la température d'hybridation. Là, je vous incite juste à revoir principalement la notion de température de fusion dans le BI100. Vous savez, l'idée que en fonction de la température, l'ADN sera sous forme simple brin ou double brin. La température augmente trop, vous avez dénaturation totale. Si elle est basse, vous avez une hybridation qui est possible. Le TM correspond en fait à la température où vous avez 50% de l'ADN qui est hybridé, l'autre 50% qui n'est pas encore hybridé. Les diapos seront disponibles. Je vais faire mon possible pour vous mettre tout ça aujourd'hui. Pour que vous ayez le support. Hein. Je vais vous mettre ça aujourd'hui. Il faut juste que je fasse les petites modifications dont je vous ai parlé. Je vais vous le mettre en ligne. Voilà. Donc, alors oui, le TM est lié. La coopérativité, ça nous dit principalement en fait que l'hybridation dans cette région-là est affectée par l'hybridation dans la région adjacente. Hein. C'est l'idée principale de la coopérativité.
Donc ici, vous avez en fait une formule, vous voyez, calculer le TM, c'est-à-dire la température qui permettra à 50% de votre amorce d'être hybridée sur votre ADN. Je reviendrai là-dessus un peu en TD. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes encore vivants, que tout se passe bien. Restez au chaud, travaillez, reposez-vous et pensez à des choses agréables. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je reste en ligne si vous avez des questions pendant quelques minutes encore. Bonne fin de journée, bonne continuation. À très bientôt.